Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc voici un très long moment que j'ai pas posté de nouvelle vidéo, donc je sais que beaucoup de personnes me demandent quand est-ce que je vais mettre une nouvelle vidéo. Donc voilà, une nouvelle série qui est lancée. J'en ai déjà d'autres en attente qui ont déjà été commencées, sur lesquelles je suis bloqué, je vous expliquerai tout ça. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, pendant presque 2 ans, j'ai pas pu vraiment, pas pris le temps vraiment de faire de nouvelles vidéos, par manque de temps surtout. Alors en effet, comme je l'explique dans une des vidéos que j'ai déjà enregistrées mais qui n'est pas encore publiée, donc je suis devenu papa d'un petit garçon qui a aujourd'hui déjà 9 mois. Donc c'est vrai que dans ces cas-là, j'avais pas trop le temps, ça grandit tellement vite, donc j'ai pas trop le temps de faire des vidéos, parce que ça prend quand même beaucoup de temps. Et c'est vrai qu'on veut quand même profiter au maximum à cet âge-là, quand ils sont si petits, et ça grandit tellement vite. Voilà donc la principale raison. J'ai toujours par contre répondu à tous les commentaires, tout ça, je suis tout ça, il n'y a pas de souci. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je réponds à tous les commentaires. On a donc une belle série de vidéos en préparation que j'ai commencé. Donc il y a j'ai plusieurs entre guillemets séries qui sont déjà commencées. Donc sur la restauration d'un Chevrolet Van, donc j'en avais déjà parlé dans les commentaires. Donc restauration totale, moteur boîte, principalement. Donc ce qui se passe, c'est que j'ai commencé la série de la restauration du moteur qui a été bloquée pour l'instant en raison des pièces pour l'instant qui ne sont pas encore arrivées. Donc en attendant, je commence la boîte, bien que les premières parties de la série moteur sont déjà enregistrées. On va partir d'abord sur la boîte du coup, puisqu'il y a des délais relativement importants sur certaines pièces. J'expliquerai tout ça dans la vidéo du bloc moteur. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette série là, c'est la restauration d'une boîte, une boîte de vitesse automatique General Motors, donc une GM 350, donc une turbo hydramatique 350 ou TH 350 comme on l'appelle communément. Donc c'est une boîte de vitesse à 3 rapports automatiques, le classique de boîte de vitesse automatique à convertisseur de couple, donc tout ce qu'il y a de plus basique en boîte de vitesse automatique, ce qu'il y a de plus une vraie boîte de vitesse automatique, donc pas une boîte récente genre DSG, non pas du tout, c'est bien une vraie boîte automatique ancienne génération à fonctionnement hydraulique que je vais vous expliquer. Donc on va commencer par ici. Donc ici on a les bases pour la restauration, pour le démontage, donc les bouquins qui vont vous servir de guide. Alors bien sûr, la vidéo a aussi pour but de servir de guide, puisque je vous montre les principes, le principe et les étapes. Mais ces bouquins sont vraiment, je trouve, indispensables, ou du moins très intéressants à avoir si vous faites une boîte de ce type. Donc ici, on a le premier bouquin, qui est GM Turbo 350 Transmission. Donc tout, alors par contre, vous n'aurez pas de bouquin en français, ça par contre, vous trouverez, je pense pas pouvoir en trouver en français en tout cas. Donc comment la refaire, la restauration et la modification. Alors nous, ce qu'on va faire, on va faire non seulement la restauration, mais également la modification, puisque donc le Chevrolet Van est donc un moteur V8 5,7 litres qui sera modifié en performance. Donc on va tirer à peu près 450 chevaux de ce moteur. On veut donc renforcer la boîte également, bien que 450 chevaux, elle devrait être en origine relativement capable de les tenir, mais on va par sécurité faire une modification performance. Donc une boîte 350 de ce type en modification performance, comme on va la faire, devrait supporter largement les 1000 chevaux. On a donc le moteur fera à peu près entre 400 et 450 chevaux, donc ça on verra selon ce qu'on va faire, et environ 600 Newton de couple. Donc c'est surtout le couple qui va aussi devoir être transféré là-dessus, sachant que le Chevrolet Van est un véhicule relativement grand, donc c'est un van qui approche les 2 tonnes et demie, entre 2 tonnes et demie et 2 tonnes 800. Donc on a quand même un poids relativement important. Donc là aussi il faut que ça suive. La 350 n'est pas la plus solide, on a la TH 400 qui est relativement plus costaud. Par contre, une fois modifiée, on se fait pas de soucis, la 350 est parfaitement plus solide qu'une origine 400. La 400 par contre va demander plus de puissance à l'utilisation, puisque la boîte va utiliser une puissance qui sera entre guillemets perdue pour le fonctionnement de la boîte. Donc l'avantage de la 350, elle demandera moins de puissance à l'utilisation. Principal défaut de ces boîtes, c'est les 3 rapports. Donc 3 rapports plus marche arrière bien sûr. Donc c'est pas énorme. Donc on a des passages de vitesse assez longs. Enfin des rapports assez longs on va dire, pour apporter jusqu'à la dernière vitesse.
Par contre, le moteur va parfaitement suivre, puisqu'on a un small block Chevrolet, donc 350, qui est un 5,7 litres. Donc ça, on verra dans l'autre vidéo. Donc, ce livre va vous montrer étape par étape, avec photo en couleur, les différentes étapes de la fabrication, de la restauration et de la modification. Donc c'est surtout un bon guide pour savoir où va chaque pièce, suivre les étapes, toujours intéressant. Je vais vous montrer tout ça. Donc quoi démonter, à quoi sert chaque pièce, où elles sont localisées. On peut voir les zooms de chaque partie, enfin tout est détaillé. Et on a une rubrique modification qui doit se trouver ici. Donc qui va nous montrer les modifications performance. On les a plus loin, je crois que c'est là, par exemple ici, voilà. Donc là on a les modifications performance dont on va en parler plus tard dans la vidéo. Après le démontage, je vous montrerai ce qu'on va faire comme modification avec toutes les pièces neuves en performance. Donc un super bouquin qui doit coûter une vingtaine de dollars. Même si vous comprenez pas trop l'anglais, il y a quand même toutes les photos qui sont très parlantes, hein. Mais si vous comprenez l'anglais, c'est beaucoup mieux. Alors une boîte automatique, c'est vrai que les gens ont beaucoup de mal aujourd'hui à toucher aux boîtes de vitesse, même au garage, hein, en garage mécanique, on touche quasiment plus aux boîtes. J'ai une boîte manuelle, ils ont du mal à toucher. Alors une boîte automatique, c'est fini, il n'y a plus personne. Pourtant, je vais vous montrer, le principe de fonctionnement n'est vraiment pas compliqué. Il peut paraître compliqué à première vue, bien sûr, mais c'est vraiment pas compliqué. Alors c'est une boîte qui date, le van est de 1980. Par contre, vous prenez une boîte récente, il y a bien sûr plus d'éléments, mais le principe reste globalement le même sur une vraie boîte automatique. Il n'y a pas de... On va se retrouver avec plus de packs multidisques d'embrayage, quoi, et plus d'engrenages, mais c'est vraiment... c'est un empilement d'éléments qui se fait dans un ordre précis. Voilà, donc c'est vraiment ça qu'il faut suivre. Ensuite, donc ça c'est le premier bouquin, très intéressant. Alors il faut savoir que la General Motors, la GM 350 a été montée dans une multitude de modèles de chez GM, hein, donc ça inclut Chevrolet, la Corvette a eu, plusieurs versions de Corvette ont eu cette boîte, il y a eu, que ça soit chez Buick, que ça soit chez Chevrolet, donc tout le groupe General Motors a eu la 350, c'est une des plus courantes avec la 400, donc la TH 350 et TH 400 sont les deux boîtes de vitesse d'ancienne génération les plus courantes chez General Motors. On les retrouve vraiment partout, que ce soit dans les véhicules sportifs comme la Corvette, jusqu'aux vannes, aux pick-up, aux gammes moyennes, aux breaks, on la trouve vraiment partout. Donc c'est pour ça, c'est vraiment une boîte très très courante et dont on trouve très facilement tous les éléments intérieurs, que ce soit en modification performance ou en origine, à des prix vraiment très raisonnables. Ensuite vient, après ce bouquin-là, celui que je pense est relativement indispensable. C'est le bouquin d'origine d'atelier du Chevrolet Van. Donc ici, qui regroupe... Alors ça, c'est le petit bouquin. On a le gros qui est le bouquin principal de tous les éléments. Et celui-ci qui traite des éléments séparément. C'est-à-dire, sur le gros bouquin, on va vous montrer la boîte de vitesse, comment la sortir, tout ça. Et dans ce bouquin-là, on a juste l'intérieur de la boîte, par exemple, hein. Donc ça soit donc les différents éléments. On a le compresseur de climatisation, comment le démonter, tout ça. Des choses qu'on trouve plus trop aujourd'hui. Et pour la boîte, donc on a le chapitre des différentes boîtes qui est juste ici. Voilà, donc ça c'est la 250. Donc on a les autres boîtes aussi là-dedans, tous ceux qui ont été montés sur le van. Et on a ici la boîte de vitesse qui nous intéresse. Je crois bien que c'est la 350. Voilà. Donc là pareil, on a tous les étapes de démontage de la même manière, donc qui sont en origine. Donc on a tout ça ici, on peut le voir, qui va vous expliquer en détail. Ok. Donc ça c'est pour les bouquins. Donc la boîte est déjà dehors. Je vais vous montrer le support. Voilà, je prépare tout ça et je vais vous montrer ça. Donc ici on a la boîte de vitesse. Voilà, qui est dehors. Donc la même qu'on a pu voir sur la photo de couverture, donc une TH 350 basique. Donc on a déjà retiré le convertisseur de couple, je vous montrerai ça après. Et on peut voir qu'elle est montée sur un support, donc un stand moteur, hein, c'est un stand à l'origine pour moteur, sur lequel j'ai simplement fabriqué un support de boîte. Donc ces supports on peut les acheter terminés bien sûr.
Par contre, je préfère les supports de ce type là, donc moi je les fais pour monter sur le stand moteur. Par contre, ceux qu'on achète sont faits pour fixer sur l'établi, ce que je trouve pas très pratique puisque l'établi me sert à autre chose que pour ça. Donc très simple, on a des points d'attache ici, point d'ancrage là et là, et un point de maintien en haut. Rien de bien spécial, c'est relativement solide. Bon, ça bouge parce que tout le support bouge et que le parterre n'est pas très droit, et ça permet donc avec une multitude de trous ici de faire pivoter la boîte et de la positionner dans le sens dont on en a besoin. Donc vraiment, c'est vraiment parfait pour ça. Donc je vais vous montrer les différentes étapes du démontage. En premier lieu, j'ai passé un coup de nettoyage rapide, donc dégrossir, pour justement éviter que lors du démontage, toute la saleté qui se retrouve un peu partout ici se retrouve dans la boîte quand on va ouvrir. Ça je veux éviter, donc on va tout près éviter, donc on va nettoyer au mieux toutes les parties comme ici qui étaient très sales, le dessus, partout, tout a été frotté au maximum. Donc on enlève tout ce qui dépasse, tous les durites, tout ça. Il reste juste le câble de détente que je vous montrerai comment enlever. Et on met du papier dedans. J'ai mis des bouts de papier juste pour fermer, éviter que ça rentre dedans lors du nettoyage. Donc je vais tout mettre en place et on va commencer par démonter le carter. Alors le carter ici n'est pas d'origine, c'est déjà un carter aluminium grande capacité. Donc ça change rien au démontage, hein, c'est la même chose. On va démonter ça et puis je vais vous montrer étape par étape qu'est-ce qu'il faut faire et comment réaliser le démontage. Alors en premier lieu, je vais vous montrer le convertisseur de couple qui est ici. Donc celui-ci est installé à l'avant de la boîte dans la cloche que je vous ai montré avant, à l'avant. Je vous montrerai ça plus en détail après. Alors je le montre pourquoi, parce qu'il est déjà démonté. Alors si possible, démontez-le avant de sortir la boîte, comme dans mon cas j'ai sorti d'abord le moteur, il était bien accessible. Si vous enlevez la boîte sans enlever le moteur, forcément donc vous pouvez le laisser dessus, vous n'aurez pas le choix de le laisser dessus quand vous enlevez la boîte. Donc par contre, dès que la boîte est défaite et que vous avez suffisamment de place, je vous conseille de l'enlever parce qu'il n'est pas fixé. Donc celui-ci est juste glissé dedans, on voit l'axe ici. Donc cet axe est glissé à travers un alésage avec un joint SPI pour l'étanchéité qui vient ici, et l'arbre de sortie de boîte, enfin d'entrée de boîte plutôt, qui rentre ici dedans. Donc au fond, on a des cannelures à l'intérieur, je pense pas qu'on les verra. Mais bon, rien de bien spécial, je vais essayer de vous montrer ça. Hop. Et je pense qu'on peut voir au fond ici les cannelures, enfin bref, rien de spécial, pour engrainer l'arbre d'entrée. Donc cette pièce, c'est ce qui va relier le moteur à la boîte. Alors c'est une pièce maîtresse parce que elle est super importante, étant donné qu'elle va fonctionner de la même manière, elle va remplir le rôle de l'embrayage dans une boîte mécanique, une boîte manuelle. Donc, dans une boîte manuelle, on a un embrayage, ici on a un convertisseur de couple qui fait grossièrement la même chose mais de façon automatique. Donc pour généraliser le fonctionnement, je ne vais pas rentrer dans les détails du fonctionnement, peut-être plus tard dans la vidéo où je vous mettrai un lien si j'y pense pour le fonctionnement, c'est rien de bien compliqué, je vais vous l'expliquer en gros. On a un rotor, un stator si vous voulez, on a donc deux parties. Donc on ne peut pas vraiment appeler ça rotor stator puisque les deux sont en mouvement. La partie extérieure qu'on voit ici est reliée au moteur. Donc là c'est le côté boîte. Écoutez, bon, je ne peux pas le tourner parce qu'il y a de l'huile dedans, donc c'est rempli d'huile, pas complètement. Mais ici on peut voir les points de fixation, 3 points de fixation sur la couronne en sortie du moteur. Ok. Donc le moteur entraîne cette pièce, donc toute la pièce qu'on voit ici, qui vient entraîner donc cet arbre qui tourne à la vitesse moteur. On a ici deux rainures qui sont à engrainer au bon endroit sur les rainures qui sont dans la boîte de vitesse. Alors ces rainures c'est pour engrainer plutôt l'arbre, pas l'arbre mais le pignon de la pompe à haute pression d'huile, donc la pompe à huile, puisque la boîte automatique fonctionne à pression d'huile, c'est un système hydraulique. Donc ces deux rainures vont engager la pompe, donc bien faire attention qu'ils soient engagés quand on fait le remontage. De toute façon normalement on ne peut pas remonter si c'est pas engagé. Donc ça c'est très important. Donc la pompe à huile est alimentée en permanence si le moteur tourne à la vitesse moteur. Ok. L'arbre de milieu vient rentrer à l'intérieur, dont la partie donc sur la partie que je vous ai montré. Alors donc la partie intérieure, elle n'est pas fixe à la partie extérieure. Donc la partie intérieure tourne à vide. Comment ça fonctionne? C'est simple, on a une partie
donc qui est constamment en mouvement avec le moteur, et la partie centrale. La partie centrale va être entraînée progressivement au fur et à mesure que la vitesse du moteur augmente. Alors ça fonctionne très simplement, il est rempli d'huile, on a des hélices, un peu comme un ventilateur, une turbine plutôt, ça ressemblerait plutôt à une turbine, qui est coupée en deux, grossièrement. Donc on a une partie des hélices qui est fixe à l'extérieur, et une partie des hélices qui est fixe à l'intérieur, donc au rotor interne, qui vient se brancher sur la boîte. Quand la vitesse va augmenter, l'huile va commencer à se mettre en mouvement à l'intérieur, et elle va progressivement entraîner l'hélice du milieu, donc qui est fixée à l'arbre. Plus la vitesse va être élevée, plus l'huile va entraîner l'hélice du milieu. En gros, c'est ça. Donc, il y a un jeu très faible entre les deux hélices pour justement que l'huile puisse bien prendre sur les deux, puisse bien être envoyée sur la partie du milieu. Donc, il y a toujours un glissement. C'est un peu ce qui fait le mauvais rendement, enfin le mauvais rendement entre guillemets, hein, d'une boîte automatique à convertisseur de couple. Il y a toujours un léger glissement, c'est comme si l'embrayage glissait un peu en permanence, ce qui est tout à fait normal. Et donc, c'est ce qui donne un peu un rendement légèrement inférieur au sujet des boîtes automatiques à convertisseur de couple. Donc, ce point donc d'engrainement maximal, c'est-à-dire le moment où les deux parties, c'est-à-dire la partie interne et externe, sont le plus en phase, c'est-à-dire qu'ils vont tourner à peu près à la même vitesse, parce qu'il y a, comme je l'ai expliqué, il y a toujours un glissement, est donné à un certain régime. Donc chaque convertisseur de couple a un régime donné. Donc en origine, on peut en conclure en général que c'est à peu près pour ce moteur-là 1500 tours minute. C'est à partir de 1500 tours minute de vitesse moteur que les deux sont engrainés quasiment ensemble. Donc ça c'est important. Et il faut savoir qu'en performance, on peut changer ce point d'ancrage, ce point maximal à laquelle les deux vont tourner à la même vitesse. Donc le nouveau n'est plus un 1500 mais un 2000 tours minute. Alors ça dépend de l'arbre à cam, ça dépend du moteur. Donc là, c'est souvent le fabricant d'arbre à cam qui va vous conseiller lequel choisir pour ce moteur. Donc l'idéal, alors sachant qu'à l'origine c'est entre 1500 et 2000, parce que c'est pas très précis, hein, il y a toujours des variations. Donc un 2000 tours minute c'est parfait. On reste très bas quasiment d'origine. Alors ça se remarque pas, ça peut paraître beaucoup 2000 tours minute pour être embrayé totalement, mais c'est une boîte automatique, on va pas le remarquer du tout. C'est totalement différent d'une boîte manuelle. Donc c'est le point auquel les deux parties, la partie mobile interne et externe, sont mises en contact permanent. Quand on est en dessous de ce régime, c'est progressif, c'est comme si on lâchait doucement l'embrayage, c'est la même chose. L'embrayage d'une boîte manuelle, on va le lâcher tout doucement, ça fait la même chose. L'avantage, c'est qu'il n'y a aucune friction, donc il n'y a pas de contact physique entre les deux parties. Il n'y a aucun contact, c'est uniquement le fluide, donc l'huile de boîte, qui va faire le transfert entre les deux. Il n'y a pas de contact physique. Donc ça a l'avantage d'avoir très très peu d'usure, donc ça tient très longtemps comparé à un embrayage classique. Donc voilà la parenthèse pour le convertisseur de couple. Alors celui-ci va être changé, il fonctionne très bien, il n'y a pas de souci, mais comme dit, j'ai pris un performance qui va avoir un point de vitesse de rotation plus élevé, donc pour l'engrainement des deux. Donc celui-ci, on laisse son huile dedans et on recouvre ici. Voilà. Donc j'espère avoir été clair avec ça. C'est pas évident de ne pas rentrer dans les détails, j'essaie de schématiser le plus possible. Je peux par contre vous montrer une petite vue de coupe. Parce que dans ce bouquin, donc là on peut voir un autre convertisseur de couple, performance ici. Mais on peut voir là-dedans qu'il y a effectivement une petite explication, j'ai vu à ce sujet. Alors je vais vous montrer ça ici. Donc là on a le convertisseur de couple qui est ici. Donc on peut le voir fermé, donc du même type, avec l'engrenage de la pompe, tout ça. Et ici on peut voir la coupe intérieure, donc des parties. Vous voyez? Donc on peut bien voir l'intérieur, les deux parties et la partie mobile du milieu. Donc là on a les parties, le convertisseur coupé en deux, partie arrière-avant, on peut voir. Et ici la partie centrale. Donc je sais pas ce qu'il y a écrit. Donc là c'est le côté du dessus, c'est-à-dire le côté ici, avec l'arbre ici. Et ça c'est le côté... Et celui-ci est mis directement, c'est celui de l'autre côté. Celui du fond.
Et ici, on a celui du milieu. Donc c'est en 3 parties. Si on veut, bon, ces 2 parties sont soudées ensemble. Et donc, on peut voir ici le système de turbine et le système d'ailette. Donc quand l'huile va être projetée là-dessus, elle va tourner, donc c'est force centrifuge. Elle va se projeter contre les ailettes ici, et au fur et à mesure faire tourner l'axe du milieu. Voilà, donc c'est un système hydraulique, tout simplement. Donc c'est assez intéressant à voir. Et voilà, c'est ici. Donc ici, on peut voir la pompe à huile. Donc ça, c'est direct à l'entrée de boîte. C'est une pompe à engrenage, ici, qui est décentrée par rapport à l'extérieur. Et on peut voir ici les 2 petites encoches, de chaque côté, je ne sais pas si on les verra bien, qui sont les encoches qui viennent sur le convertisseur de couple. Donc le convertisseur de couple vient par l'autre côté, comme ça, dedans. Okay. Alors, il existe 2 systèmes. Ici, on a le système de la TH 350 et 400, qui fonctionne avec engrenage. Et le système des nouvelles 700 R4 qui fonctionne avec une pompe à palette. Voilà, la boîte est retournée maintenant sur le support. Et on va commencer en premier à démonter le carter d'huile. Voilà, j'ai donc enlevé tous les boulons. Et on va enlever le carter, donc qui est juste tenu en place. Là, il y a un joint en liège à l'origine. Donc c'est un peu dur à enlever, donc on va juste un petit peu le frapper, de préférence avec un petit marteau en caoutchouc. Il n'y a aucun point de centrage ou pin de centrage, c'est directement comme ça dessus. Comme on peut le voir ici, c'est juste collé avec le joint. Qui est relativement bien collant, puisqu'il est à l'origine, il a une espèce de pâte à l'origine dessus, donc il est bleu, une espèce de revêtement qui va permettre de coller. Donc première vue de l'intérieur du carter, donc on peut voir que c'est relativement propre, un peu de noir ici, bon c'est pas une boîte neuve, hein. Et on peut par contre voir que l'huile est relativement bien rouge, donc relativement propre. Comme dit, c'est pas un carter d'origine déjà, puisque je l'avais changé il n'y a pas si longtemps, donc c'est normal de voir tout ça. Alors, la boîte a été retournée plusieurs fois sur elle-même, ce qui fait qu'il y a pas mal de choses qui ont coulé dedans, c'est tout à fait normal. Ok, donc on va mettre ça de côté. Et on va continuer. Donc le carter, ça va, relativement propre, il n'y a rien à dire. On va enlever du coup le filtre à huile ici. Donc là on peut voir l'intérieur du carter, donc qui est la partie du bas de la boîte qui est suspendue en dessous normalement. On va enlever le joint, donc on mettra un joint neuf bien sûr. Alors ces joints, c'est un joint d'origine GM, celui-ci, c'est Delco. Sont des joints en liège spécialement fait pour ça, hein, donc c'est des joints qui ont une espèce de revêtement. C'est un super joint, il n'y a pas de souci d'étanchéité avec ça, j'ai jamais eu de fuite sur une boîte comme ça, c'est vraiment impeccable. Si vous en trouvez un, il en existe aussi en version caoutchouc, c'est pas plus mal, c'est encore plus résistant, donc après ça n'a pas d'importance. L'important c'est que ça soit étanche et que ça fonctionne. Essayez d'enlever ça sans tout casser. Voilà, j'ai un bout. De toute façon, le joint n'est pas réutilisable, hein, c'est un joint liège. On peut le réutiliser éventuellement, mais bon, c'est à éviter. Okay. Donc, on peut éventuellement le garder pour référence s'il y a aussi besoin. Mais ici, c'est pas du tout le cas. On peut voir qu'il y a un bout qui est resté dessus. C'est pas bien grave, on l'enlèvera plus tard avec un grattoir. Alors, faire bien attention. Quand vous enlevez les écrous ici, les boulons ici, donc du carter, vous voyez que toute cette boîte est en alu, c'est relativement fragile, c'est-à-dire l'aluminium, on a vite fait de casser un filetage. Et on peut voir ici, je ne sais pas si on le voit sur la vidéo, ici on a un trou plus gros, qui n'est pas d'origine, donc c'est normal chez moi parce que ce filetage était cassé. Donc au démontage de l'ancien carter, celui-ci était bloqué, grippé et a cassé dedans. Donc voilà. Donc j'avais retaraudé une taille au-dessus et j'ai mis un écrou, une vis, un boulon une taille au-dessus, tout simplement. Donc c'est largement faisable, ou vous pouvez mettre un filet rapporté si vous voulez, ou toute autre réparation fonctionne très bien. Donc toujours faire attention, j'évite d'utiliser la clé choc sur les parties alu. Faites surtout bien attention au sens de rotation, si vous êtes à l'envers, vous bousillez direct le filetage, ça c'est clair et net. Donc bien attention à ça. Même pour démonter, j'aime pas trop la clé choc là-dessus, parce que si votre vis est grippée,
elle va venir rapidement, mais elle va prendre tout le filetage en alu avec. Donc à éviter, je préfère le faire à la main. Ou alors comme ici, j'ai ce cliquet qui est un cliquet pneumatique. Donc avec ça, on peut y aller. Ça tourne pas trop vite, on peut gérer. Donc c'est un exemple. Ici, on peut voir ici le filtre à huile. Donc ça, c'est le filtre à huile de la boîte qu'on va défaire tout de suite. Donc on va voir qu'est-ce qu'il nous faut comme taille. Alors attention, autre particularité aussi, c'est une boîte américaine, donc tout est en pouces. Il n'y a pas de métrique dessus. C'est tout du pouce. Voilà. On a deux boulons et le filtre qui est simplement posé dessus. Donc on peut voir comment il fonctionne ici. La partie du bas est fermée. En haut, c'est un petit grillage, un filet en plastique. Hein. Et on peut voir tout ce qui a été retenu ici. Vous voyez, plein de petits débris, petits morceaux d'alu, enfin des restes de la fonderie d'alu, tout ça. C'est vrai que les fonderies sur ces boîtes n'étaient pas géniales. Il y a beaucoup de bavures. Hein. Donc voilà. Et c'est fait pour les retenir. Donc là, on peut voir comment que c'est. On a ici un joint qui est dessus, là. Ici, on peut le voir. Hein. Voilà. Et les deux orifices qui viennent là-dessus. Ok. Voilà pour ça. On va donc enlever ça. Alors, pour les vis, laissez-les chaque fois ensemble. Donc ici, je vais les remettre dessus puisqu'elles tiennent rien d'autre. On va simplement les remettre à la main dessus, histoire de les garder à disposition. Et on enlève les pièces à chaque fois, là où vous pouvez les mettre, hein, ça n'a pas d'importance. Ensuite, on peut voir qu'il y a pas mal d'huile. Alors laissez-moi absorber toute cette huile. On va éponger un peu toute l'huile ici pour éviter d'en mettre partout. Alors, chose très importante à voir dans votre boîte, prenez par exemple un essuie-tout blanc ou relativement clair. Et on peut voir ici la couleur de l'huile. Donc la couleur de l'huile est très importante. Alors je vais essayer de vous trouver un bout de papier blanc. Voilà, pour vous montrer. On peut voir que l'huile est encore relativement rouge puisque l'huile de ces boîtes qui est de la Dexron, donc l'ATF, aussi appelée ATF, est totalement rouge et on peut voir ici qu'elle est relativement propre. Elle est un peu noirâtre, donc des résidus ici, c'est forcément vu que c'est le fond. Et on peut voir que c'est une huile qui est en relativement bon état. Elle n'est pas si sale que ça. Alors elle va progressivement devenir jaunâtre puis brune. Là c'est vraiment pas bon quand elle est brune, parce qu'il faut vraiment la changer. Hein. Donc vraiment quand elle commence à perdre sa teinte rouge, il faut déjà prévoir la vidange. Quand elle est brune, elle va avoir une odeur de brûlé. Donc c'est les disques qui frottent, hein, donc c'est un échauffement. Et elle est vraiment plus très efficace. Et on peut déjà imaginer qu'il y a pas mal d'usure sur la boîte. Voilà. Donc c'est déjà un bon indice. Alors il faut savoir que ces boîtes ont une jauge de niveau, ce qui est très rare sur les boîtes aujourd'hui. Mais celle-ci dispose d'une jauge de niveau. Donc on a un niveau d'huile comme pour le moteur, même principe, une jauge à sortir et on peut voir le niveau d'huile. Donc le remplissage se fait par cette jauge aussi, c'est une jauge plus grosse quand même. Et ça vous permet aussi de voir le type, la couleur de l'huile et l'état global. Donc ça c'est important aussi. Donc je vais éponger tout ça et je vous reprends. Voilà, j'ai donc un peu épongé tout ce que je pouvais. On peut voir d'ailleurs une bonne couche de noir, de résidus ici. Quand on frotte dessus, on peut voir que ça s'éclaircit. Hein. Alors ça, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. C'est une boîte, je ne sais pas du tout combien de kilomètres elle a, donc c'est pas une boîte d'origine, elle a déjà été refaite celle-ci. Donc ça doit être un échange standard qui a été mis dessus, mais le van a quand même 37 ans. Et le compteur a fait plusieurs fois le tour, hein, puisque des compteurs à 4 chiffres, donc après 99 000 miles, ils font le tour, il y en a déjà 26 000 ou 36 000, je ne sais plus, dessus en plus. 100 000 miles, c'est équivaut à 160 000 km. Donc là, on a dépassé ça, plus on va dire 30 000. Donc on a largement largement plus de 200 000 km, c'est sûr, et à mon avis, il a bien fait 2 fois le tour, donc on ne peut pas en demander plus. Hein. Ensuite, donc on va pas s'éterniser à nettoyer ça, on va juste pomper tout ça. Alors sur la TH350, on a un câble ici, qu'on peut voir là. Donc je sais pas si on le verra bien là-dessus, je vais essayer de faire un petit peu pivoter la boîte pour vous montrer un peu mieux. Un coin ici, hop.
Voilà, donc on a... Est-ce qu'on voit encore bien? Super, on voit très bien. J'espère que la lumière est suffisante. Donc au pire des cas, je vais vous montrer avec ça. On peut voir ici un câble. Ok, donc c'est le câble qui est à l'extérieur de la boîte ici, qui va sur le carbu, donc sur le papillon, et c'est le câble du quick down. Donc qu'est-ce que c'est le quick down? C'est simplement lorsqu'on va mettre pied au plancher, donc à l'accélérateur, c'est une obligation, une restriction pour rétrograder. C'est-à-dire que lorsque ce câble est tiré, qui est uniquement pied au plancher, la boîte va rétrograder, si c'est possible bien sûr, pour monter à très haut régime. Donc là on va brider la boîte avant qu'elle passe la vitesse. Donc c'est vraiment pour donner la puissance. C'est comme si vous rétrogradez manuellement pour mettre plein gaz et donner le maximum de puissance pour doubler par exemple. Donc ça c'est important. C'est un câble de détente qu'on appelle. Il vient ici. Alors je vais le décrocher et vous montrer ça. Donc, voilà le câble, le bout du câble. Donc il rentre dans la boîte ici par un trou avec un joint ici. On peut voir. Et une petite vis qui tient sur la patte ici, voilà, de la manière là. Donc il est juste vissé dedans et vous avez un crochet ici, un anneau, et il vient se glisser dedans. Donc vraiment pas très compliqué à enlever. Et en plus il ne peut pas tomber dedans puisqu'il est fixé, donc vous pouvez le faire sans ouvrir le carter. Quand même faire attention bien sûr. Donc celui-là on enlève. On remet le boulon en place. Ce que vous pouvez utiliser, ce que j'utilise beaucoup, c'est les plateaux magnétiques, très efficaces pour ranger les vis. Sauf les vis en inox bien sûr. Donc on enlève le câble de détente. Voilà. On va maintenant enlever la partie là du câble. Donc c'est très simple. On a un petit clip ici. Je ne sais pas si on arrive à voir quelque chose. Mais il est simplement clippé dessus avec... on a un petit clip tout simplement. On va l'enlever. Puisqu'il est toujours assez chiant à enlever. Voilà. Donc c'est simplement une tige, une charnière, donc elle vient là-dedans. On peut voir ici. Voilà, donc là on a bien notre câble. Ici c'est le bout qui vient se glisser, le crochet qui vient se glisser dans le câble. Gardez tout ça ensemble puisque ça permet de faciliter le remontage. Et on a ici notre simple goupille qui vient faire office de charnière et qui vient se bloquer dans la rainure. Donc on va la pousser dedans pour ne simplement pas la perdre. Alors elle est assez dure et c'est tout à fait normal puisque on ne veut pas la perdre. Voilà, donc elle vient se mettre là et ça rentre là-dedans. Simple charnière. Alors cette charnière vient appuyer ici un axe qui va ouvrir un passage hydraulique à l'intérieur. Donc on met ça de côté. Ensuite, on va ne pas oublier ici, alors attendez, je vais vous montrer ça. Ici, on a donc le sélecteur de vitesse. Donc c'est par là que les vitesses vont être sélectionnées. Donc sur le véhicule, on a une position parking, une position première, enfin marche avant, marche arrière, neutre, enfin toutes les positions. On a également des positions bridage en première pour qu'il ne dépasse pas la première vitesse ou pas la deuxième vitesse, enfin bref, classique d'une boîte automatique. Et ici c'est le sélecteur, donc on peut voir voilà, les différentes vitesses. Ok. Alors normalement celle-ci, c'est celle tout au bout, c'est la position parking. Voilà, donc là c'est bloqué, la boîte est bloquée. On verra plus loin à l'intérieur comment que ça fonctionne. C'est simplement un disque avec plusieurs rainures et un loquet qui vient bloquer l'axe de sortie et désaccoupler celui d'entrée. Ok. Ensuite, on a la marche arrière. Si ma mémoire est bonne. Marche arrière, neutre et marche avant. Ensuite, on a ici marche avant bloquée en première et marche arrière bloquée en deuxième. Ou l'inverse, je ne sais plus, mais peu importe, le principe est le même. Donc on peut voir comment ça fonctionne, c'est très simple. On a ici une lamelle ressort avec un petit rouleau qui vient rouler sur les dents ici, qui fait l'écran. Ok, on va donner l'écran ici. Donc ça, on va l'enlever. Ici, on a un petit crochet en S qui fait simplement maintenir tout ça ensemble. Donc là, on a l'axe de sélection qui, on peut voir en dépassant ici, a
a simplement des encoches. Donc il va mettre en relation différents tuyaux à l'intérieur. Ici, on va voir que c'est comme un serpentin, donc c'est un système hydraulique. Différentes conduites pour mettre la pression dans les différents packs d'embrayage pour soit alimenter pour la marche avant, marche arrière, neutre, enfin bref, tout ce qui s'ensuit. Ok. Donc on va enlever ça, on va remettre la boîte à plat. C'est quand même plus pratique de travailler à plat pour moi. Alors ça bouge un peu, hein, vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal sur ces supports, hein, c'est pas très entre guillemets solide, c'est très solide mais c'est un peu de jeu puisque c'est une cornière. Bon, voilà. Et on va défaire maintenant toute la plaque hydraulique ici, donc tout le corps hydraulique. Et on va donc enlever toutes les vis qu'on voit ici, celle-ci. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, environ 18 vis, je ne sais pas si je n'ai oublié ou pas, mais peu importe. Donc on va commencer par celle-ci, puisque celle-ci tient le ressort, donc on va enlever le ressort. Okay. Alors on va trouver la bonne douille, si elle veut bien se montrer. Ok, donc là on va essayer, elles sont relativement bien serrées, on va essayer au pneumatique, je suis pas sûr que ça va marcher avec le cliquet seul. Contrôle qui tourne du bon sens. Celle-ci on va l'enlever tout de suite puisqu'elle a le ressort, hein. On peut voir comment il est plié vers le bas, c'est une lamelle à ressort. Voilà, il me semble tous les avoir prises. On va reposer ça, alors vous pouvez le faire avec une fléchette sans problème, ça fonctionne aussi. Donc on a dévissé tous les boulons, ne vous embêtez pas à les noter où ils vont, c'est tous les mêmes. Donc ils ont tous absolument la même longueur. Même celui qui est un peu plus bas, il a la même longueur, donc il n'y a pas à s'embêter avec ça. Donc on va enlever tout ça et on va mettre dans le plateau magnétique. Voilà. Donc on vérifie qu'on n'en a pas oublié et normalement ça bouge. Alors on peut voir que ça s'enlève, donc il y a un grand joint en dessous. On va voir. Au moment de l'enlever, on va enlever la connexion, le petit connecteur en S ici. Donc la petite tringle en S qui fixe la partie là. Alors aussi, ce que je voulais vous montrer ici, on peut voir le mouvement. Je sais pas si on le verra bien. On a une tige ici avec un ressort là, juste là, qui bouge avec. Alors celle-ci, c'est ce que je vous expliquais, c'est le cliquet de stationnement, le loquet de stationnement. Il est juste ici. Donc comme on a d'écran, des rainures découpées dans notre sur l'arbre, il vient se cliquer dans les rainures, mais on n'est pas toujours en position pour être cliqué dans la rainure. Donc le cliquet est mis sous tension. Si on n'est pas en face d'une rainure, il est mis sous tension et lorsque on va bouger notre arbre, donc le véhicule va avancer, reculer un peu, l'arbre va tourner et dès qu'on sera en face d'une rainure, le loquet de stationnement va se mettre en place automatiquement. Donc c'est une tension qui est faite avec le ressort ici. Ok. Là, on peut le voir ici, le loquet est visible. Là, il est en face d'une rainure. Donc là, c'est parfait, il peut tourner. Donc si on le met, je ne sais pas si on arrivera. Là, on peut voir qu'on est bloqué. Et là, par exemple, on peut voir qu'il ne bouge pas. Là, on peut voir le ressort qui se tend, puisque le loquet n'est pas en face d'une rainure. Donc on va tourner l'arbre, tac, à l'arrière. Et là, il s'est mis en place, on peut voir. Voilà, tout simplement le principe de fonctionnement. Donc on va enlever cette partie-là. Voilà, la connexion S, c'est automatiquement défaite. Voilà, on peut la voir. Le sens n'a pas spécialement d'importance, mais on peut voir qu'on peut de toute façon la remettre facilement puisqu'on a une usure sur toute la largeur ici, qui correspond à l'intérieur ici. Et ce côté, on a juste une usure ici, qui est bien visible, qui correspond à ça, à la largeur de là. Donc si on la retourne de l'autre sens, l'usure n'est pas au bon endroit, bien que ça change strictement rien, mais si on met des pièces déjà utilisées, autant les remettre dans la même position, c'est toujours mieux. On met ça de côté. On a ici notre axe, donc ce que je vous disais, qui va séparer les différentes
mettre en relation les différents conduits. Donc on a ici des rainures qu'on peut voir. Alors on va essayer de le sortir. Hop. On peut voir ici, voilà, il va mettre en relation des chambres, en séparer d'autres. Et pareil ici, voilà. Donc on va le sortir pour éviter qu'il tombe. Donc on repère bien le sens, c'est pas bien compliqué, on peut pas trop se tromper par contre, puisque on a ici la connexion S qui rentre d'un côté, mais c'est un trou qui n'est pas débouchant. Donc on peut pas se tromper. On peut pas le mettre de l'autre sens, parce qu'il faut bien que ça, les rainures soient vers le haut ici. Donc vers le bas de la boîte, puisque notre boîte est à l'envers. Ok ? On remet ça en place. Et on peut ouvrir ici. On peut enlever tout ça en faisant attention que rien ne sorte ici. Et voilà notre système hydraulique. Donc si on le repose là-dessus, on fait très doucement, je vous le mets ici pour vous le montrer. Voilà, donc on ne veut surtout pas endommager les plans de joint, surtout dans la partie aluminium. Ici c'est de la fonte, c'est quand même relativement costaud. Donc qu'est-ce qui se passe ici? On peut voir les différents conduits. Alors le principe est relativement simple, bien que ça paraît complexe, et ça ne l'est pas tant que ça. Alors, toutes ces conduites ici, ces rainures, sont en réalité des passages de fluide. Ok? Donc les passages de fluide qui se font d'un endroit à un autre, ici. Ça équivaut à des durites, on pourrait voir ça comme des conduites, tout simplement, sauf qu'elles sont usinées dedans ici, moulées dedans, et l'étanchéité se fait par le joint du bas, tout simplement. Elle va mettre en relation, donc, par exemple, un trou qui est situé dans la plaque du bas, ici à ici, les différentes, je ne vais pas vous expliquer tout le principe ici, parce que je ne l'ai pas en tête, mais c'est simplement les conduits qui vont être l'une ou l'autre activés selon la vitesse choisie, selon la position du sélecteur, enfin tout ce qui est de ce sens-là, ok ? Donc cette plaque est complète. Ici on peut voir, hein, il n'y a pas de... Tout est fixé dedans, donc il n'y a pas de souci. Et elle est relativement propre. On peut voir que l'huile est très très propre puisqu'elle est filtrée, celle-ci qui passe ici. Hein. On peut voir que c'est relativement propre. Pareil ici, on voit que c'est bien, je sais pas si on le voit ici sur la caméra, on voit pas. On peut voir l'huile qui reste ici est bien rouge, hein, donc c'est vraiment génial. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ok. Ça c'est très important à voir aussi que l'huile est bien propre. Bon, alors, on va continuer le démontage. Je vais essuyer un peu tout ça et je vous reprends dès que c'est fait, puisque j'aime pas avoir de l'huile qui coule partout. Hein. Alors, j'ai oublié de vous expliquer avant d'enlever tout ça. On a ici ce qu'on appelle les servos, ici, et l'accumulateur ici. Donc ça, c'est des accumulateurs. Enfin, il y en a un ici. Alors, comment ça fonctionne? C'est relativement simple. Je vais vous montrer. Ici, c'est l'équivalent d'un vérin hydraulique, à simple effet. C'est-à-dire que la pression d'huile va venir là-dessous et va pousser tout ça. Et alors, je ne sais pas si on arrive à le voir avec la caméra ici. Je vais essayer de décaler ça un peu. Voilà. Donc ici, on a un servot, qu'on appelle un servot. En anglais, en tout cas, les termes en français, je les connais plus en anglais, donc je vous explique ça comme ça. Qui va agir comme un vérin hydraulique. Je vais l'enlever après, comme ça vous pouvez voir beaucoup mieux, je vais le soulever. Et cette partie-là vient appuyer dessus. Donc on a l'accumulateur, puis le servot, qui fonctionne comme un simple vérin, qui vient tendre une bande, donc une bande de friction qui équivaut à un embrayage, un disque d'embrayage si vous voulez, qui vient tenir une pièce en mouvement. Voilà, donc quand la pression est appliquée, il vient pincer et tenir n'importe quelle pièce qui est en mouvement, qui est coincée ici si vous voulez, hein, voilà, qui est là-dedans. Donc on verra ça plus tard. Donc ça fonctionne comme un vérin, tout simplement, un vérin hydraulique, la pression vient l'appuyer et la bande se serre. Alors par contre la partie là est un peu différente, celle-ci, puisque c'est un accumulateur qui va non pas servir directement ici, mais qui va retarder la pression, si vous voulez, sur le vérin, sur le servot. Alors pourquoi? Tout simplement, si on vient rappliquer, on pourrait l'enlever, bien sûr, donc si on l'enlève, ça fonctionne, mais l'huile va venir sous pression très rapidement dans cette partie qui fonctionne comme un vérin, et le vérin va se fermer donc très rapidement. Donc ça va être très violent, le passage de vitesse va être beaucoup trop violent, beaucoup trop brutal. Donc ça, c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc ce qu'on a ici, c'est simplement une chambre qui est en dessous, avec un ressort. Donc, je sais pas si on peut l'appuyer, voilà, là on voit bien. Voilà. Voilà, donc la pression vient à cet endroit-là, ici.
Ça c'est l'autre côté, donc la pression sort ici, on peut voir l'huile qui crache. Donc ce qui va se passer, quand on va faire venir l'huile sous pression, avant d'appuyer la bande, elle va appuyer le ressort, puisqu'il est plus simple à appuyer que la bande une fois compressée. Donc ça va mettre un certain temps, ça va graduellement mettre la force, au fur et à mesure que le ressort s'appuie jusqu'au bout, il y aura plus en plus de pression sur la bande, ce qui va faire un passage doux des vitesses, pour éviter d'avoir un gros à-coup. Donc à quoi sert l'accumulateur? C'est un deuxième vérin, si vous voulez, qui sert de tampon pour éviter que ça soit trop violent, tout simplement. Donc ici, pas grand chose à expliquer pour l'instant, il y a tous les tiroirs hydrauliques là-dedans, donc c'est des tiges du même type que celles que je vous ai montrées pour le passage de sélecteur, hein. Donc il y en a plusieurs. Là-dedans, on peut voir qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 à peu près là-dedans. Il faut que je vois exactement. Ils sont passés ici. Donc ça, on verra plus tard. C'est pas très important pour l'instant. Cette partie-là, on la démontera séparément. Donc maintenant, je vais enlever tout ça et je vais vous montrer le dessous. Voilà, la plaque est donc maintenant enlevée. On va s'occuper d'enlever la plaque ici. Alors, je vais prendre tout ce qu'il faut. Et on va pouvoir enlever donc cette partie là facilement. Donc c'est les mêmes vis. Hop. Voilà. Donc les vis là, pareil, c'est tous les mêmes. Ils sont là-dessus, comme ça. Ok. Donc celle-ci, il faut l'enlever pour pouvoir enlever le joint. Donc on va les poser là. Et tenter de la séparer. Sans trop endommager le tout. Parce que j'aurais aimé garder le joint en un morceau. Bon, c'est pas grave, tant pis. De toute façon, le joint va être changé. Et donc voir pour que ça soit bon. Alors, cette plaque, ce qui est important de voir, donc le joint sera changé, hein, de toute façon on ne peut pas remonter le joint de... On pourrait éventuellement, ce serait pas très grave, mais il sera changé. Ce qu'on peut voir, c'est pour ça que je voulais enlever le joint complètement. On va essayer de l'enlever comme ça. Donc c'est des joints papier cartonnés, hein, il y en a deux. Donc en général, un en dessous de la plaque et un au-dessus. Donc ce qui se passe, cette plaque est une plaque en acier embouti. Donc on peut voir que c'est vraiment coupé embouti. Et le plus souvent sur ces boîtes, elles ne sont pas vraiment ébavurées. Et là on peut le voir aussi. Bon, c'est très léger sur celle-ci, ça a quand même été pas mal, c'est correct. Souvent il y a des bavures de ce côté, très importantes, qu'il faut absolument éviter. Donc ce qu'on fait au moment du remontage, avant le remontage, on passe un coup de lime ou à plat sur un marbre avec un papier de verre pour enlever toutes les bavures et avoir une plaque parfaitement lisse. Parce que c'est un gros problème d'étanchéité là-dessus. Donc le joint n'est pas toujours assez épais pour rattraper ça. Et ça crée des légères fuites qui ne sont pas graves vraiment à l'usage, mais qui peuvent gêner les performances de la boîte. Donc c'est pas très important sur celle-ci, mais c'est pas des plaques très bien finies. Donc à faire attention aussi. On va enlever ça. Avec toutes ces vis bien sûr. Qu'on va poser ici. Donc on peut maintenant enlever la plaque. Une simple plaque avec un joint de chaque côté, une plaque en acier, ok, à réutiliser, bien sûr. On va la mettre là-bas avec, voilà. On a donc au total jusqu'à maintenant pour enlever tout ça, on a deux types de vis. Je vais montrer au cas où vous vous en sortirez plus si vous avez mélangé vos vis. On a les longues qui tenaient le corps et les courtes qui tenaient la petite plaque en acier devant. Voilà. Donc c'est les deux, on peut voir que les courtes sont à peu près à la longueur de la partie non filetée. Voilà. Les deux types de vis qu'on a là-dessus. Donc maintenant, je vais vous montrer ici de ce dont je parlais avant. Donc le fameux... Alors si vous avez de l'huile qui coule aussi en dessous, n'oubliez pas de bien fermer les trous. Là on a de l'huile qui commence à sortir, c'est normal, elle est là. On va essayer de la pomper
dehors. Je vais enlever toute l'huile après parce que je suis un peu gênant. Alors sachez qu'une boîte automatique, on ne peut pas vidanger toute l'huile sans la démonter. En général, on sort même pas la moitié de l'huile lorsqu'on fait une vidange. Ça, c'est un peu problématique puisqu'il y a une grosse partie dans le convertisseur de couple et le reste qui se balade dans la boîte. Comme ici, on peut voir, malgré plusieurs jours à l'arrêt, d'ailleurs, celle-là est beaucoup plus longtemps que ça à l'arrêt, déjà plusieurs mois, et donc on peut voir qu'il y a toujours plein d'huile. C'est normal, c'est comme ça. Alors, pour vidanger complètement une boîte automatique, petite parenthèse, les boîtes automatiques disposent d'un refroidissement d'huile obligatoire. Donc vous avez sur le côté, je vous montrerai ça plus tard, deux sorties tuyaux, enfin une entrée, une sortie. Hein. Donc l'huile chaude arrive en haut, passe dans le radiateur et retourne dans la boîte. Alors lorsqu'on fait une vidange, on va remplir d'huile un peu plus que nécessaire, après avoir sorti l'ancienne bien sûr, et on va ouvrir un des tuyaux, donc le tuyau de sortie, ou le tuyau d'entrée, peu importe, comme ça nettoie en même temps le radiateur. Donc, et on met ça dans un bocal et on fait sortir le liquide. On met en route, ça va faire sortir le liquide en veillant bien à avoir assez de niveau, il ne faut jamais que ça descende trop bas. Donc on va continuer à rentrer du liquide dedans, tout en laissant sortir du liquide de l'autre côté, jusqu'à ce que le liquide sorte propre, et là on pourra dire qu'on a fait une vidange complète. Voilà. Donc ici l'accumulateur, le cerveau, donc le vérin, pas l'accumulateur, je compte des bêtises, qu'on peut voir là-dedans, hop, voilà, donc on a ici un joint. Alors quand je dis un joint, c'est un joint qui fonctionne comme un segment de voiture, de piston, de moteur en acier, en fonte. On a un axe central avec un rebord ici, voilà. Et on a le ressort ici, comme ça, qui est un ressort de rappel quand la pression est lâchée pour remonter le piston, puisque c'est un vérin, le principe d'un vérin simple et fait. Et en bas, on a cette pièce-là qui vient appuyer sur la bande qu'on verra plus loin. Donc ça, on verra après, ok? Donc l'ordre est simple, on a la coupelle, on voit bien le sens ici. Il ne va que d'un sens pour tenir le ressort en place, et voilà. Et tout ça, bien sûr, c'est encore plein d'huile. Donc on va enlever tout ça. Si vous voulez mettre des gants, c'est peut-être plus avantageux. J'ai du mal à travailler avec des gants. Surtout comme j'ai la caméra à gérer en même temps, donc les gants, j'arrive jamais à les essuyer comme il faut, et puis, mais c'est peut-être mieux de mettre des gants, bien sûr. En tout cas, je vous le conseille, même si je le fais pas. Voilà, donc là, ce que je vais faire maintenant, à ce moment-là, je vais déjà aspirer avec une petite seringue un peu toute l'huile qui se trouve partout, là, pour éviter que ça coule par terre, parce qu'il y en a pas mal qui commencent à sortir. Alors, avant de faire ça, je vais vous montrer aussi ce qu'il en était. Alors, attendez, je vais tourner ça un peu plus pour vous montrer l'autre côté de la boîte. Voilà. On va poser ça ici et je vais vous montrer ce qu'il en est. Je ne sais pas si on verra grand chose. Sur le côté ici, vous avez ici un contrôleur ici qu'on peut voir là, qui se met sur le côté de la boîte ici. Donc là, on a un trou de côté que vous devriez avoir forcément. Voilà, qui rentre ici. Ok. Donc là, on peut voir ici, il vient dans le trou, vous l'avez forcément dessus. Il y a une petite patte qui le tient en place, qui est d'ailleurs une patte très fragile qui casse assez régulièrement sur ces boîtes. Donc elle est cassée sur celle-ci. Donc on a juste fabriqué une patte. On peut voir une patte qui vient tenir, je vous montrerai ça plus en détail après, qui vient tenir ça. Donc il suffit d'enlever la patte et on enlève ce contrôleur. On peut voir que l'huile coule par terre. Ce contrôleur a des pressions ici, donc là il est juste bouché puisque c'est à des pressions pour protéger, et qui va prendre la dépression du moteur pour savoir à quel indice de charge on en est. Donc savoir si le moteur est en charge ou pas, pour savoir quand passer les vitesses, s'il faut faire une différence de passage de vitesse ou pas. Donc ça permet de prendre la dépression du moteur au niveau de l'admission. Je verrai peut-être ça plus en détail avec vous plus tard dans l'installation. Donc on va remettre la boîte à plat. Alors surtout ne la retournez pas quand vous êtes à ce stade-là. Pourquoi? Tout simplement parce que il y a des billes qui sont placées là-dedans. Si vous faites tomber les billes, il va falloir les retrouver et savoir où elles vont. Surtout si on n'a pas de plan ni rien du tout. Donc là j'ai un plan, c'est pas bien grave, mais je vais vous montrer ça. Alors laissez-moi nettoyer un peu tout ça et je vous reprends. Voilà, j'ai donc enlevé grossièrement ce que je pouvais.
On va maintenant s'occuper de démonter la partie ici, donc pour le passage des vitesses, donc la partie qui sort ici. Ce qu'on va faire avant, on va enlever les petites billes donc que je vous parlais avant. On va utiliser un petit aimant, c'est plus pratique, et les filtres. Donc on a 4 billes qui sont séparées là-dedans, qui sont simplement qui fonctionnent de la même manière qu'un clapet anti-retour, qui va permettre le passage du fluide d'un sens mais pas de l'autre, tout simplement. Donc on en a 4 qui sont localisés à des zones bien précises. On peut en voir une ici, voilà, sortir, la petite bille, simple bille, comme une bille de roulement, c'est la même chose. Faisons attention de ne pas les perdre. Alors les 4 ont la même taille, donc ça il n'y a pas de souci, vous pouvez les mélanger. Voilà, les ranger dans notre plateau magnétique. On en a une qui se trouve ici, donc on peut voir les petits ronds ici d'ailleurs, un petit rond ici, un petit rond là. Voilà. Donc elles ne peuvent pas aller ailleurs que là, elles ne peuvent pas partir d'ici. On en a une qui se trouve ici. Donc on va l'enlever. Donc là. Et on en a une qui se trouve là. Voilà, donc ça c'est les 4 billes. Alors je vais les ranger comme il faut pour surtout pas les mélanger. Puisque c'est des billes relativement importantes qu'il ne faudra pas oublier de remettre en place bien sûr. Donc on va maintenant enlever ça, donc la partie comment ça s'appelle, levier pour les vitesses, tout ça. On va donc commencer par prendre, alors il faut une clé de 11 16e de pouce ici. Hop. Donc pour vous montrer, c'est très simple, on a ici un clip, voire un gros clip en métal ici là. Voilà, qui va simplement nous tenir en place. On va essayer d'enlever avec la clé si ça va. Qui est relativement bien costaud, qui permet simplement de garder ça en place. On va essayer de l'enlever sans rien casser. Voilà, donc on le tire avec les 2 doigts. C'est simplement un clip qui vient autour de l'axe. Okay. Ensuite, on va dévisser à l'arrière l'écrou avec une clé d'11 16e normalement. Alors c'est pas évident à enlever, on ne va pas trop forcer non plus. Donc ce qu'on va faire, on va prendre une deuxième clé. Alors laissez-moi préparer ça, m'essuyer les mains déjà pour commencer. Voilà, et on va prendre tout simplement la multiprise, par exemple, juste pour maintenir le levier de l'autre côté ici. Voilà, comme ça on pourra avoir plus de force pour desserrer notre pièce. Voilà. On desserre notre écrou ici. En faisant toujours attention de ne pas endommager les joints, les plans de joints ici, c'est très important. Ça c'est les plus importants. Plus important que tout le reste. Si vous faites une petite marque ici, c'est pas très grave. On prendra après une petite lime et on enlèvera toutes les bavures ou une petite pierre à ébavurer. Ça ira très bien. Il n'y a pas de souci à se faire de ce côté-là, puisque c'est pas très grave. Et on enlève l'écrou au maximum ici. Voilà. Alors, on ne peut pas encore l'enlever parce qu'il va falloir enlever le cliquet. Pas assez loin. Si il sort impeccable. Voilà. Ok. Ensuite, chose très importante à faire sur cette boîte, on peut voir qu'il ne sort pas comme ça. Donc il ne faut surtout pas le forcer. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ici, à la longue, on a une bavure qui s'est formée. Alors celui-ci ne va pas sortir comme ça, voilà. Une bavure qui s'est formée ici. Donc il faut absolument prendre une petite ligne. Voilà. Alors celui-ci vient juste là derrière, c'est pas bien compliqué. Je vous montrerai ça plus en détail après. Une petite ligne et enlever tout ce qu'il y a ici. Alors on va mettre un bout de papier pour récupérer les copeaux qui peuvent se faire. On peut voir qu'il y a un petit rebord ici. On le sent bien en passant le doigt. S'est formé une bavure. Si on tire ça comme ça à travers, on va endommager la surface ici, à l'intérieur,
et également le plan de joint, puisqu'il y a un joint là-dedans pour faire l'étanchéité. Et notre boîte ne sera plus étanche et c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc on va prendre une simple petite lime de ce type là par exemple, et on va gentiment limer juste la partie là. On peut voir que ça fait une sacrée bonne bavure. N'hésitez pas à enlever, hein, c'est pas une zone d'importance. Voilà. Et avec les doigts, on va enlever tout ce qui reste. On peut voir que c'est encore un peu dur, donc on va continuer à passer légèrement avec la lime. N'hésitez pas à aller plus loin parce qu'il est vraiment élargi sur le bout. Mais prenez une lime relativement fine, c'est un acier relativement tendre, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Et on peut voir que du coup ça sort tout seul, sans dommage au joint et à la partie on a vu ici. Ok, on peut sortir ça. Donc on peut voir que le problème provient ici. Une bavure se forme à ce niveau-là. Donc passez un bon coup dessus pour éviter d'avoir ce problème. On va ensuite le remettre en place, histoire de le garder juste, hein, juste pour avoir, pour ne rien perdre. Voilà, y compris ça. On le remet en place, comme ça on est sûr que ça reste bien ensemble. En évitant de faire tout tomber. Voilà. Et on enlève ça. Alors on va aussi pouvoir enlever les petits filtres. Alors normalement il doit y avoir un filtre ici qui n'est pas présent chez moi. Donc apparemment il n'est pas dedans. Et dans le tout petit orifice qui se trouve ici. Donc là, pas le dernier, mais celui juste avant, là il n'y a rien. Et celui-là, là, juste ici, hop, on peut sentir quelque chose qu'on va pouvoir sortir. Voilà. Alors parfois dans votre kit de remise à neuf, parce que c'est des kits complets, on a le filtre qui est livré avec, ou parfois non. Donc ça dépend du kit que vous avez. On peut voir que c'est un petit filtre, hein, très fin, en plastique, qu'on peut nettoyer, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Pareil, on le met de côté. Et on va pouvoir enlever le cliquet de stationnement ici, pour être notre prochaine étape. En 9/16e ici. Okay. On va enlever ça. Alors je vais de l'autre côté, ça sera plus pratique pour défaire ça. Ils peuvent être assez solidement fixés. Donc c'est relativement plus dur que les autres vis, puisqu'elles sont bien serrées. On enlève doucement, attention, parce qu'il y a un petit ressort, rien de bien méchant bien sûr, mais faire attention. Donc les vis, on garde bien le doigt dessus pour pas que le ressort saute. Et on enlève ça tout doucement. Voilà, hop, notre petite pièce qui vient comme ça, donc avec les deux vis. Ok. Et notre cliquet de stationnement qui est monté avec un petit ressort ici. On va pouvoir enlever. Donc, alors comment qu'il est là-dedans? Donc avec un axe. Voilà, donc là il peut plus s'enlever, il peut pas tomber, le ressort reste en place. On va le laisser comme ça puisqu'il y a encore un axe qui passe dedans. Hein. Donc ça on s'en occupera plus tard. Et on voit bien le cliquet ici, donc il fait un simple crochet. Donc je vous montrerai ça plus en détail quand on ouvrira le reste. Voilà pour la partie là.
je vais essuyer un peu tout ça et je vous reprends pour la suite.